En général, voyager en avion, en particulier sur les vols commerciaux, est incroyablement sûr en raison de réglementations strictes et de normes extrêmement élevées. Cela ne signifie pas pour autant que les accidents n'arrivent pas. Que ce soit dû à l'inexpérience d'un jeune pilote ou à des conditions météorologiques difficiles, parfois ceux qui s'aventurent dans un vol ne rentrent jamais à la maison. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous couvrirons quelques-uns de ces cas, alors que nous explorons les cas de 3 pilotes qui ont disparu sans laisser de traces. Albert Jewell. Le nom d'Albert Jewell ne vous dira peut-être rien pour la plupart d'entre vous, mais il est connu comme un des premiers aviateurs américains qui est maintenant le plus célèbre pour sa disparition soudaine alors qu'il volait vers Staten Island pour participer au New York Times American Aerial Derby. Le derby avait été organisé par le journal pour commémorer le 10e anniversaire du premier vol d'Orville Wright. Orville et son frère Wilbur étaient tous deux des pionniers de l'aviation qui ont acquis une renommée après avoir inventé, construit et piloté le premier avion à moteur réussi au monde. La course du New York Times devait avoir lieu le 13 octobre 1913 et les participants devaient naviguer sur des circuits chronométrés sur un parcours de 60 miles. Elle commencerait et se terminerait à Oakwood, un quartier du centre-est de Staten Island. Albert Jewell, âgé de 27 ans, était un passionné d'aviation, ayant reçu une licence de pilote de l'Aero Club of America. Il volait depuis environ 6 mois et était instructeur, bien qu'il soit notablement inexpérimenté en ce qui concerne les vols plus longs, comme celui qu'il devrait naviguer dans le cadre du derby. Albert a décidé que la meilleure solution serait de voler de Homestead, Long Island, à l'aérodrome d'Oakwood. Il a été vu décoller par des amis, des associés et des soldats à proximité de Homestead Plains qui l'ont regardé monter sans aucun problème et tourner vers le sud-ouest avant de disparaître de la vue. On n'a plus jamais revu Albert. 2 témoins distincts rapporteront plus tard avoir vu un avion rappelant le monoplan d'Albert être emporté en mer par le vent au large de la côte sud de Long Island. De même, un monoplan a également été aperçu au large de la région de Sandy Hook par un pêcheur. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le jeune homme avait plongé dans l'eau avant d'être retrouvé et recueilli par un navire marchand peu de temps après sa disparition, mais cela s'est avéré être faux. Comme Albert ne savait pas nager, ses chances de survie en mer étaient extrêmement faibles. Dans les jours suivants, de longues recherches ont été menées pour retrouver le jeune homme de 27 ans, les enquêteurs fouillant à la fois la terre et la mer. 6 bateaux à moteur ont aidé dans les efforts de recherche et plusieurs aviateurs qui étaient à New York à ce moment-là ont aidé à chercher le jeune homme, y compris le gagnant du derby, William Lucky, organisateur d'un vol de recherche sur la baie jamaïcaine le 18 octobre. La baie de la Jamaïque et Rockaway Point ont été lourdement fouillées, car ce dernier était le dernier endroit où Albert a été aperçu. Pourtant, aucun signe de lui ou de son avion n'a jamais été trouvé. Au cours des mois suivants, plusieurs compagnies aéronautiques ont offert des récompenses pour des informations qui pourraient les mener au reste d'Albert ou éclairer sa disparition. La société aéronautique a offert $400, sa veuve a offert $300 et ses employeurs ont offert $250, tout cela en vain. Dans les années qui ont suivi, il y a eu 2 rapports distincts de restes humains trouvés qui étaient censés appartenir à Albert, mais aucun n'a été définitivement lié à lui. Le 14 janvier 1914, un torse masculin, retrouvé sur la plage d'Edgemere, Queens, après une tempête. On soupçonnait qu'il s'agissait d'Albert, mais sa veuve a nié cela à cause des vêtements qui restaient sur le corps. Bien qu'il se soit écoulé plus d'1 siècle depuis la disparition d'Albert, ni son cadavre ni les débris de son avion n'ont été retrouvés. Il a laissé derrière lui une femme et une fille de 3 ans. Brian Chadwick. Le matin du 12e février 1962, Brian Chadwick, âgé de 47 ans, monta à bord de son De Havilland DH-90 Dragonfly avec 4 passagers, Louis Rowan, âgé de 25 ans, Daryl Shields, âgé de 33 ans, et un jeune couple marié, Valérie Saville, 22 ans, et Elwyn Saville, 20 ans. Brian était un pilote britannique avec une expérience considérable à son actif et avait déménagé en Nouvelle-Zélande pour recommencer à neuf en 1951. Il avait un temps de vol total d'environ 6000 heures et détenait une licence de pilote commercial et des qualifications en ingénierie aéronautique.
Après avoir passé un certain temps à piloter pour 2 compagnies aériennes différentes, il a décidé de créer sa propre entreprise en 1956, Air Charter Limited, où il emmenait les gens en vol touristique, souvent de Christchurch à Milford Sound. À 9h52 le 12e février, l'avion a quitté l'aéroport de Christchurch. L'heure d'arrivée estimée du groupe à Milford Sound était de 12h37. L'itinéraire habituel de Brian comprenait le passage à travers les Alpes du Sud, une chaîne de montagnes sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Mais la météo de ce jour-là a clairement indiqué qu'il lui serait impossible de passer par là. Au téléphone ce matin avec un météorologue, il a envisagé de modifier son itinéraire habituel à travers le comté de Mackenzie, volant plus au sud pour éviter le mauvais temps. Juste 2 jours plus tôt, il avait dû annuler un voyage à Milford Sound en raison de conditions météorologiques similaires. Néanmoins, on ne sait toujours pas quelle route Brian a pris. Son Dragonfly n'est jamais arrivé à Milford Sound, et ni lui ni ses passagers n'ont jamais été vus ou entendus depuis les décennies où ils ont disparu après le décollage en 1962. Mike Kerr, l'officier en charge des vols à Milford Sound, était ami avec Brian et s'est inquiété lorsque le quadragénaire n'est pas arrivé à 12h37 comme prévu. Cependant, juste après 13h, l'inquiétude s'est transformée en véritable alarme. 1 heure plus tard, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée et la semaine suivante, la plus grande recherche aérienne de Nouvelle-Zélande a été effectuée. Cependant, on n'a trouvé aucun signe de la libellule ou de ses passagers. Après le décollage, Brian n'a pris aucun contact radio, mais plusieurs témoins pensaient avoir vu la libellule à diverses étapes de son voyage. De nombreuses observations ont placé l'avion en vol au-delà de Fairleigh et du Twizel moderne avant de tourner à droite vers le lac Ohau et de se diriger vers la vallée de Hopkins. La libellule a été vue ici par 2 colliers de cerf. D'autres témoins pensent que l'avion a ensuite tourné à gauche dans la vallée de Huxley, ce qui a conduit à un passage bas dans les montagnes que Brian connaissait. Cela lui aurait permis d'accéder à la ville de Ast et à la côte ouest. Malgré le passage du temps, la disparition de Brian, de ses passagers et de son avion est restée un mystère fascinant pour ceux qui s'intéressent aux affaires non résolues. Un de ces individus est Bobby Reeve, qui a acheté un livre sur l'affaire en 2008. Il a reconnu Brian comme l'homme à qui il avait vendu un yacht 50 ans plus tôt. Au cours des années qui ont suivi l'achat, Bobby et sa famille ont consacré des semaines de leur vie à la recherche de Brian et les débris de son avion. En 2015, ils ont découvert une botte de femme en haut de la vallée de Huxley. Ils pensaient que la chaussure aurait pu appartenir à l'une des passagères, Valérie, car la région était si isolée qu'il est peu probable que quelqu'un d'autre y ait été. Bobby a noté que le terrain dans la vallée est trop escarpé pour que l'avion ait pu en sortir dans les conditions météorologiques sombres de l'époque, et a déclaré, je cite, « La seule issue est le retour, et il n'est pas revenu ». Il a proposé l'idée que Brian a volé dans un nuage, s'est perdu et s'est écrasé contre la montagne. Toutefois, certaines personnes contestent la conclusion de Bobby Reeves. Une autre partie intéressée, Lou Bone, croit que la libellule a volé le long de la rivière Huxley, mais note qu'un agriculteur dans la région de Dingleburn a entendu un avion à 2 moteurs voler vers le sud après 11 heures du matin. 4 témoins, vers 11h30 du matin, ont entendu un avion dans les nuages au-dessus, bien qu'ils ne l'aient pas vu près de Wanaka. De plus, des chasseurs ont signalé avoir vu des objets ou des arbres perturbés dans la vallée de Rainbow, près du mont Aspiring, peu de temps après. Paul Powell, qui dirigeait l'équipe de recherche et de sauvetage d'Otago à l'époque, pense également que l'avion a probablement fini dans cette zone. Un rapport de 2023 note que Paul essaie actuellement d'obtenir des fonds pour fouiller la vallée de Rainbow à la recherche de restes du Dragonfly ou de ceux à bord, bien qu'à ce jour, il n'ait eu aucun succès. Cette année, également, l'opération Dragonfly a été organisée par la police, qui a fouillé une zone dans le South Westland près de la rivière Jacobs après la découverte d'un harnais d'avion et d'un morceau de tapis. On pense qu'ils ont été emportés par les montagnes. Bien qu'il y ait une suggestion que le harnais provenait du Dragonfly, il n'est pas définitivement lié à l'avion. Quoi qu'il en soit, cette recherche semble n'avoir rien abouti. Il y a eu quelques spéculations ces dernières années sur la question de savoir si Brian aurait dû voler ce jour-là, et pas seulement à cause du temps maussade. Apparemment, les registres de maintenance de l'avion de Brian auraient été modifiés de manière incorrecte, et l'avion était techniquement surchargé, bien qu'on ait souligné que le poids supplémentaire du carburant qu'il transportait aurait été brûlé dans la première heure.
De plus, le Dragonfly n'était pas équipé pour les voyages en montagne. Brian a utilisé le Dragonfly pour ses excursions car l'autre avion qu'il utilisait souvent n'était pas disponible. Il a été noté que les carburateurs du Dragonfly avaient tendance à geler dans les nuages, ce qui entraînait des calages du moteur. S'il perdait l'un de ces deux moteurs, il avait souvent du mal à maintenir son altitude. Quoi qu'il en soit, les restes du Dragonfly, de son pilote et de ses passagers n'ont pas encore été retrouvés. Frederick Valentich. Frederick Valentich avait de grands rêves de décrocher un emploi dans l'aviation dans les années 70, et bien qu'il ait réussi à accumuler 150 heures de vol et une qualification d'instrument de classe 4 qui lui permettait de voler la nuit dans des conditions météorologiques visuelles, il n'a pas réussi à se garantir une place dans la Royal Australian Air Force. Les deux demandes qu'il a faites à la Royal Australian Air Force en tant que jeune homme ont été rejetées parce qu'il ne répondait pas aux qualifications éducatives nécessaires. Frederick a continué à étudier à temps partiel dans l'espoir de devenir pilote commercial, mais selon tous les comptes, il semblait être un mauvais élève qui a échoué 2 fois dans les 5 matières d'examen de licence commerciale. Juste 1 mois avant sa disparition, il en a échoué 3 de plus. De plus, il avait été impliqué dans plusieurs incidents en tant que pilote. Lors d'un de ces événements, il s'est égaré dans une zone contrôlée à Sydney, ce qui lui a valu un avertissement, et à 2 autres occasions, il a délibérément volé dans les nuages. Il semblerait que des poursuites étaient envisagées en réponse au comportement indiscipliné de Frederick. Le 21 octobre 1978, Frederick, âgé de 20 ans, s'est mis en route dans un Cessna Cent 82 pour l'île de King Island en Tasmanie. Alors qu'il a dit aux responsables du vol qu'il prévoyait de récupérer des amis sur l'île, il a dit à d'autres qu'il avait l'intention de ramasser des écrevisses. Des enquêtes ultérieures ont révélé que ces 2 déclarations étaient fausses, et la véritable raison pour laquelle Frederick se rendait à King Island reste inconnue à ce jour. Selon son historique de mauvais comportement, le jeune homme de 20 ans n'a pas suivi la procédure appropriée quand il a décidé de ne pas informer l'aéroport de King Island de son intention d'y atterrir. On a entendu parler de Frederick pour la dernière fois vers 7h06 du soir lorsqu'il a contacté le service de vol de Melbourne pour signaler qu'un avion non identifié le suivait à 4500 pieds. On a informé le jeune homme de 20 ans qu'il n'y avait pas de trafic connu à ce niveau, mais il a insisté sur le fait qu'il pouvait voir un grand avion éclairé par 4 puissants feux d'atterrissage. Il n'a pas pu identifier l'appareil, ne reconnaissant pas son type, mais a déclaré qu'il était passé à environ 1000 pieds au-dessus de sa tête et continuait de se déplacer à une vitesse élevée. Il a ensuite prétendu qu'il s'approchait de lui depuis l'est, ajoutant que le pilote de l'avion aurait pu jouer avec lui volontairement. Peu de temps après, Frederick a signalé que l'avion était en orbite au-dessus de lui. Il l'a décrit comme ayant une surface métallique brillante avec une lumière verte dessus. L'une des dernières choses qu'il a déclarées était « Ce n'est pas un avion, c'est… ». La transmission de Frederick a été coupée, puis reprise quelques minutes plus tard, car il avait des soucis de moteur. Un bruit non identifié, décrit comme des grincements métalliques, a été entendu avant que le contact ne soit perdu. Dans les heures qui ont suivi, une recherche en mer et par avion a été lancée dans le but de retrouver Frederick et son avion disparu. La recherche s'est étendue sur plus de 1000 miles carrés, mais aucune trace du jeune homme de 20 ans ou de son avion n'a été trouvée. Les efforts de recherche ont été abandonnés 4 jours plus tard, le 25 octobre. Le département des transports australien a examiné l'affaire peu de temps après la disparition de Frederick. Bien qu'il n'ait pas pu déterminer la cause, tout ce qui s'était passé était présumé fatal pour le pilote. En 1983, 5 ans après la disparition, un volet de capot de moteur a été retrouvé échoué sur le rivage, sur l'île Flinders, au nord-est de la Tasmanie. Le bureau d'enquête sur la sécurité aérienne a supposé que le volet de capot avait voyagé jusqu'à l'endroit où il a été trouvé depuis la dernière position connue de Frederick. De plus, le bureau a noté que le volet de capot provenait d'un Cessna Cent 82 entre une certaine gamme de numéros de série, y compris celui de l'avion de Frederick, ce qui semble être aussi proche que les autorités pourraient concrètement le lier à la disparition. Dans les décennies qui ont suivi la disparition du jeune homme de 20 ans, il y a eu beaucoup de spéculations et de nombreuses théories proposées sur le sort qui lui est arrivé. Une suggestion est que Frederick a mis en scène sa propre disparition pour un certain nombre de raisons, y compris qu'il avait suffisamment de carburant pour voler 500 miles, que son avion n'était pas tracé sur le radar, ce qui a fait douter qu'il était jamais près de Cape Otway,
et que la police de Melbourne a reçu des rapports d'un avion atterrissant non loin de Cape Otway au moment de la disparition de Frédéric. Il a également été suggéré que Frédéric était désorienté et volait à l'envers, et que les lumières qu'il voyait étaient les siennes, reflétées dans l'eau. Cette théorie stipule qu'il s'est par la suite écrasé dans l'océan. Il a été observé que le Kessner Sant 82, avec son système de carburant par gravité, ne pouvait pas voler à l'envers longtemps avant que son moteur ne s'arrête. Quelques détectives en ligne ont spéculé que Frédéric avait mis fin à sa propre vie, mais il n'y a eu aucune preuve pour soutenir cela. Ceux qui le connaissaient, y compris ses collègues et médecins, ont déclaré qu'il ne montrait aucun signe de dépression ou d'idées suicidaires, et qu'il n'était pas devenu sensiblement différent ou renfermé dans les mois précédant la disparition. Retraité aux États-Unis en 2013, le pilote de l'Air Force à la retraite et astronome James Magaha et l'auteur Joe Nickell ont proposé que l'inexpérience de Frédéric l'ait amené à être dupé par l'illusion d'un horizon incliné. Cette perte de perspective peut l'avoir amené à mettre involontairement son avion dans ce qu'on appelle une spirale mortelle, un type de plongée en spirale dangereuse généralement effectuée accidentellement par des pilotes moins formés. Les spirales mortelles sont les plus courantes la nuit ou dans des conditions météorologiques difficiles, où aucun horizon n'existe pour donner une correction visuelle aux indices trompeurs dans l'oreille. Les deux hommes ont suggéré que les forces G de la spirale de resserrement réduiraient le flux de carburant, entraînant les problèmes de moteur signalés par Frédéric. Ils ont ajouté que les lumières vives étaient peut-être les planètes et l'étoile Antares. Bien sûr, comme dans tout cas étrange comme celui-ci, beaucoup de gens pensent qu'il se passait quelque chose de plus sinistre le jour où Frédéric a disparu. Les ufologues croient fermement que des extraterrestres étaient présents au moment où il a disparu, l'enlevant et détruisant son avion. Des témoins ont affirmé avoir vu une lumière verte bouger de façon irrégulière dans le ciel cette nuit-là. Ces récits sont crus par les ufologues, car Frédéric lui-même a mentionné une lumière verte dans ses rapports au service de vol de Melbourne. Un groupe nommé Ground Saucer Watch, basé à Phoenix, en Arizona, prétend avoir des photographies du jour de la disparition, montrant un objet se déplaçant rapidement sortant de l'eau près du phare de Cape Otway. Toutefois, les photos n'étaient pas assez nettes pour reconnaître l'objet. Il est à noter que le père de Frédéric a déclaré que son fils était un fervent croyant en les ovnis et passait beaucoup de son temps dans les airs à s'inquiéter d'être attaqué par des extraterrestres. Un article de presse de 1982 du Herald rapportait qu'un producteur de films indépendant nommé Ron Cameron cherchait les restes de plusieurs accidents d'avion, y compris celui de Frédéric. Cameron prétendait qu'il était prêt de récupérer les avions, notant que les 4 sites de crash étaient proches les uns des autres. Il semble toutefois que la récupération n'a jamais eu lieu. Certainement, l'avion de Frédéric n'a jamais été retrouvé, ni ses restes. À ce jour, Frédéric est toujours porté disparu, et ce qui lui est arrivé le 21 octobre 1978 reste un mystère. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité, et je vous verrai la prochaine fois.